Bonjour, je suis Michèle Sirois. Alors, je suis anthropologue et puis également, je suis la présidente lors de la fondation. On a initié ça pour les droits des femmes du Québec. Et puis, je vais vous parler de notre organisme. Et maintenant, après 4 ans, pour laisser la relève, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre, mais qui ne peut pas être là pour l'instant. Alors, bon, bienvenue à ma conférence. Je suis contente de vous voir, étant donné que ça fait 4 fois que je viens dans la région, j'aime bien ça. On va regarder quels sont les enjeux féministes actuellement. Donc, un petit sommaire de ce qu'on va voir. D'où venons-nous? Comment se fait-il qu'on parle de PDF Québec, là? D'où on vient? Et puis, qui sommes-nous? Que vous sachiez qui on est, donc. Et que faisons-nous concrètement? Alors, vous voyez à côté de que faisons-nous concrètement, une petite balance, là, parce que ça signifie effectivement que on veut équilibrer les droits des hommes et les droits des femmes. Pas remplacer les droits des hommes par les droits des femmes, mais mettre ça en équilibre pour qu'il y ait plus de justice entre les hommes et les femmes. Alors, mon introduction, bien, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi la série à TVA, Fugueuse. Mais dont la main dans la salle, les gens qui ont suivi ça. OK? Alors, ça a été très populaire. Puis, moi, j'ai connu ça par ma petite fille de 15 ans qui regardait ça. Et puis, j'étais très contente qu'elle regarde l'émission parce que ça mettait en garde, en fin de compte, vous voyez, Fugueuse, le sous-titre, piégée par amour. Donc, on s'inquiète aussi nos enfants puis nos petits-enfants. Alors donc, et cette émission, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, justement, parce que tout récemment, il y a eu le meurtre de Marilène Lévesque par un monsieur qui avait déjà libéré conditionnellement et puis qui était prostitué puis qui a été tué. Et puis, le monsieur avait déjà tué sa femme à coups de marteau, alors je ne sais pas si c'est recommandable. Et puis, eh bien, une émission comme Fugueuse ne banalisait pas entre parenthèses, entre guillemets, plutôt le travail supposé, travail du sexe, comme si c'était un travail comme un autre. On parle plutôt, nous, de prostitution. Hein? C'est bien ça qui était dénoncé, ce phénomène-là. Eh bien, pour arriver à une émission comme ça, Fugueuse, qui, en fin de compte, avec des personnages inventés, mais qui sont collés à la réalité, il y a derrière une analyse féministe de c'est quoi les rapports, l'exploitation des mineurs, puis en général du corps des femmes. Alors, on aurait pu avoir une autre émission, qui aurait, au lieu de parler de prostitution, on aurait eu un autre vocabulaire, on aurait parlé de travail du sexe, comme si ça s'apprenait au cégep ou au secondaire, sexe 101, je sais pas trop, là, ou prostitution 101, travail du sexe 101. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents auraient dit, ben regarde donc ça, tu cherches quoi faire dans la vie. C'est un métier, on dit le plus vieux métier du monde, donc ça doit être un métier noble. Allez, vas-y. Non, on le sait qu'il y a... Et cette émission le démontrait. Mais quand je suis allée tout récemment à la commission spéciale sur l'exploitation des mineurs, il y a des groupes qui sont venus dire que, bon, il n'y avait quasiment pas de mineurs dans la prostitution. Et puis que c'était faux, puis c'était du paternalisme parce que les jeunes sont capables de décider eux-mêmes. Et puis, donc, ils font quasiment le choix du métier d'être prostitués. Alors, ou travailleurs. Ils appellent ça des échanges de services sexuels. C'est juste un échange de services qui est présenté de façon ordinaire. Alors, vous voyez, une émission comme Fugueuse dépend aussi pour que son auteur présente la face noire problématique de la prostitution, c'est qu'il y a des débats qui se font dans la société puis dans le mouvement féministe. Et puis, il y en a qui décident que c'est juste un travail comme un autre, puis qu'il faut décriminaliser les proxénètes parce que c'est eux autres qui assurent la sécurité supposée des prostituées. Alors, donc, et d'autres vont présenter comme l'émission Fugueuse, vont prendre un autre choix et vont montrer ça comme une exploitation et une violence faite aux jeunes filles, puis jeunes garçons sont moins nombreux, mais sont exploités pareil. Alors, c'est juste pour vous dire qu'une émission, donc c'est très important
les débats qui se font dans le mouvement féministe et dans la société, dans le mouvement des femmes, ça dit qu'il va y avoir une émission qui va tendre d'un côté ou qui va tendre d'un autre côté. Il va nous présenter une face banale de la prostitution ou une face de la prostitution qui est alerte, qui nous alerte. Ben moi, j'étais contente que ma petite fille ne regarde pas une émission qui banalisait la prostitution et qui présentait ça comme « c'est donc cool ». Hein? Alors, donc, ça a un impact sur l'avenir de nos enfants. Donc, ce qui se passe dans le mouvement féministe a un impact sur ce qu'on va voir à la télévision, mais on ne sait pas quand on regarde l'émission qu'il y a eu des débats derrière, puis qu'il y a eu des prises de position, puis qu'il y a eu des organismes qui ont fait des représentations politiques. Alors donc, entre autres, je vois la représentante de Mme Soucy, de la CAQ, on est allé voir, nous, à PDF Québec, on est allé voir la députée de Repentigny, Lise, je me rappelle plus de son nom, Lavallée, ça je pensais, Lise Lavallée, qui, elle, était très préoccupée par la prostitution des jeunes, OK? Donc, la victime, les enfants. Donc, cette émission, c'était juste pour introduire le sujet. Quand on regarde une émission de télévision, il y a en arrière des débats. Puis il y a des choix politiques qui ont été faits. Puis des choix qui ont des répercussions sur l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. OK? Bon, voilà, c'était ma petite introduction. OK. Alors donc, si je voulais résumer pourquoi tout à coup on a émergé et qu'est-ce qu'on fait, bien tout de suite, vous voyez, c'est non au recul des droits des femmes. Parce qu'on trouve que des fois, les droits des femmes sont attaqués. Exemple, dire que le travail du sexe est bien banal, c'est un travail comme un autre. Je trouve que c'est un recul par rapport à toute la prise de conscience sur l'exploitation sexuelle qui a été faite dans la société. Alors, PDF Québec, c'est oui à la priorité qui est accordée aux droits des femmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est contre les hommes. D'ailleurs, je vais en parler, on est une association mixte. Hein? Il y a ici un membre fondateur. Il y a à peu près 15% des membres de PDF Québec qui sont des hommes. OK? Ils ont le droit de parole, participer, puis ils viennent avec nous. OK? Et même, ils nous supportent continuellement. On les remercie. Alors, on a été fondé en 2013. Au moment où ça brassait, plusieurs de nos membres étaient moi-même, on était à la Fédération des femmes du Québec, puis on trouvait qu'il y avait tellement de recul qu'on a commencé par dire non, et puis essayer, mais quand on a vu qu'il n'y avait rien à faire, que ça se dirigeait, selon nous, dans un mur où est-ce que les droits des femmes étaient brimés, où on avait des reculs, bien, on s'est dit, bien, si on n'arrive pas, bien, on va aller prendre une autre voie, OK? Alors, c'est ce qu'on a fait, et on voulait poursuivre, donc, pas reculer, mais la marche des femmes vers l'émancipation qu'on a abordée depuis tout le 20e siècle, cette marche, on ne voulait pas reculer, on veut avancer. Alors, en donnant toujours la priorité, c'est normal, la mission d'un mouvement féministe, c'est d'accorder la priorité aux droits des femmes. Parce que si le mouvement féministe n'accorde pas la priorité aux droits des femmes, qui va le faire? Hein? C'est comme un syndicat doit accorder la priorité aux droits de ses syndiqués. Hein? Puis la même chose pour les droits des femmes ou un mouvement environnementaliste, tout est normal, il me semblait. Mais à la FFQ, on s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes d'autres droits que les nôtres qui étaient là. Alors donc, on a fondé PDF Québec en 2013. Ça veut dire bientôt 7 ans. OK, alors d'où on vient? Bien, d'où on vient, nous, PDF Québec, bien, c'est qu'on est la suite d'une longue marche. On vient du Québec puis de la société québécoise. Dans quoi on était? Hein? Alors, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Et trouver cette photo aux archives. Vous voyez, peut-être que ça vous rappelle votre famille quand vous étiez jeune ou vous-même. Vous voyez, on voit que c'est pas une cuisine, donc ça dit 1950, la famille d'Adrien Laberge à Châteauguay. OK? Et cette famille-là, vous les voyez, le père est au bout avec sa cravate, bien, on voit qu'ils sont bien habillés pour le Kodak, comme on disait à l'époque, là, pour la photo. Eh bien, vous voyez, les femmes ont tout un tablier,
puis il n'y a pas beaucoup ça doit être pour la photo. Mais les hommes n'en portent pas, hein? C'est assez clair. Et puis, j'ai compté une douzaine de personnes, d'enfants, à part le père puis la mère. Puis, c'est les femmes qui font le service. Alors, donc, on voit déjà le rôle. À l'honneur, le père, et puis les femmes font le service. Puis, s'ils sont pas debout, ben, ils ont le tablier pour le faire. Alors que les hommes font pas le service, semble-t-il, parce qu'ils restent assis, puis ils n'ont pas de tablier, eux autres. Alors, vous voyez ça, on était il y a 70 ans, là. Mais on est à la campagne aussi, parce que les grandes cuisines comme ça, en ville, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, donc, on a une famille traditionnelle, rurale, comme il y avait dans l'ancien temps. Bien, des familles de 12, si vous voyez ça autour de vous, là, maintenant, ben, on les fait venir, tout le monde en parle, tellement qu'il n'y en a pas. La télé. Hein? À télé-réalité, mais t'en as plus maintenant de familles de 12 enfants, alors que c'était commun. Il s'est passé des choses, OK? Donc, d'où on vient d'un Québec rural, puis la marche des femmes, ben, c'est inscrit là-dedans. Alors, donc, les femmes avaient... Je pense que je vais revenir, excusez-moi, hein, je suis pas fine, hein? Alors, les femmes avaient un rôle bien particulier. Ben d'abord, il fallait qu'ils reproduisent 12 enfants, même. À 13 ou à 12, il y avait une terre, tellement qu'il y avait l'incitation. Le curé circulait de maison en maison chaque année, vérifier si oui ou non la femme était enceinte. Si elle n'était pas enceinte, ça n'a pas de bonne raison, pas d'absolution pour aller après la confesse, puis pas non plus faire ses Pâques, hein, vous le savez. Alors, tout le monde savait qui empêchait la famille parce qu'il n'y avait pas eu l'absolution. La femme, le mari allait communier, puis la femme restait sur le banc. Alors, donc, c'est ça le produit. Les femmes étaient un travail invisible. Vous voyez, elles ne sont pas à table d'honneur, sont au fourneau. Elles prenaient soin des enfants, les éducatrices, les gardes malades, les sœurs enseignantes. Donc, il y avait des rôles très limités. Et puis, les femmes devaient rester à ce rôle. Travail invisible. Hein? Dans l'époque, je me souviens, quand la télévision a commencé, puis qu'on interviewait une femme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? La femme souvent répondait, je suis ménagère, ou mieux encore, la reine du foyer. Hein? Vous vous rappelez, la reine du foyer. Je ne sais pas, vous voyez l'empire de la reine du foyer, là? La couronne n'est pas là, mais le chaudron est beaucoup plus proche que la couronne. Hein? Bon, alors donc, on vivait là-dedans et l'Église avait un pouvoir énorme. OK? Alors les femmes, il y avait des suffragettes, vous savez, puis on demandait le droit de vote. Mais l'Église s'est opposée très fortement et le cardinal Villeneuve, qui est très, je le trouve, assez comique quand même, alors il disait... alors que Godbout voulait il présentait un bill, un projet de loi pour le droit de vote des femmes en 1940, eh bien, lui, il a fait une lettre disant qu'il n'était pas favorable. Oh, quelle surprise! OK? Pas favorable au droit de vote. Premièrement, parce qu'il va à l'encontre de l'unité de la hiérarchie familiale. Vous l'avez vu, les femmes... tout à coup, que les femmes auraient demandé de se faire servir, hein? Auraient été au bout de la table, se faire servir comme dans la photo qu'on a vue tout à l'heure. Alors donc, ça a été vraiment mauvais pour l'unité, la hiérarchie de la famille. OK? Les femmes, on sait à quelle place il y avait la hiérarchie. Deuxième raison, parce que l'exercice du droit de vote expose la femme à toutes les passions et à toutes les aventures de l'électoralisme. OK? Fait que vous voyez que c'était vraiment néfaste. Alors, moi, je le trouve vraiment... Avec le recul, je trouve ça assez comique, hein, se faire dire les aventures et les passions de l'électoralisme. Maintenant, les gens, ils votent sur la moindre chose, à la voix, puis alors le monde vote. Mais le cardinal Villeneuve, il n'y avait pas de TV à ce moment-là, il n'envisageait pas cette évolution. OK. Alors, donc, il finit sa lettre en disant que c'est l'ensemble des évêques qui est comme ça. Alors, vous voyez tous les messages qui circulaient dans les paroisses. La moindre petite paroisse, cette lettre-là, qui partait de Québec, hein, a circulé. Et c'était partout comme ça. Mais il n'y avait pas juste l'Église, il y avait aussi beaucoup de conservateurs qui étaient contre le droit de vote. Heureusement qu'il y a des féministes, des suffragettes qu'on appelait, là, un peu de façon pour les ridiculiser,
hein, qui voulaient le suffrage universel, parce que vous savez qu'au 18e siècle, les femmes votaient, les femmes propriétaires votaient autant que les hommes. C'est au 19e siècle où on a enlevé le droit de vote, même aux femmes propriétaires. Alors, il a fallu un autre siècle pour reprendre un vote. Donc, c'est possible de reculer. Mais nous, on veut continuer à avancer. Alors donc, vous voyez les différents personnages, c'est à l'Assemblée nationale, et ce monument, c'est Fatima Ouda-Pépin qui a travaillé à faire mettre ce monument. Vous voyez 3 suffragettes, Marie Lacoste, Gérin-Lajoie, au milieu des 3 femmes. À gauche, la plus ancienne, Idola Saint-Jean, et à droite, Thérèse, qu'on disait Casgrain. Mais là, ce qui est étonnant, maintenant, on met tous leurs noms de famille de naissance qu'on rajoute. Avant, on disait Marie Gérin-Lajoie. Maintenant, on dit Marie Lacoste. Et c'est là qu'on sait maintenant qui est sa sœur. Vous comprenez? Alors, sa sœur, c'est Justine Lacoste, Beaubien-Gaspé, je crois. Alors, c'est la sœur de celle qui est au milieu ici. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, c'est que quand il y a eu le suffrage féminin, il y a eu après la première députée, vous la voyez à droite toute seule, là, après beaucoup, 24 années après, en 21 années, 1961 a été élue, puis en 1964, Claire Kirkland-Casgrain a été élue députée. Et elle a fait passer la loi, projet de loi 16, pour que les femmes puissent pouvoir devenir une capacité juridique. Donc, contre l'incapacité juridique des femmes mariées. Parce qu'aussitôt qu'elles se mariaient, elles devenaient comme une mineure sous la tutelle du mari. Alors donc, et là, les choses ont commencé à bouger et à aller vite. OK? Donc, quand les femmes ont commencé à entrer en politique, ça s'est commencé à s'accélérer, les droits de vote, a amené beaucoup de choses. Donc, allez, on me disait, nous autres, notre organisme, c'est plutôt politique. Ben oui, il faut aussi aller investir la sphère politique pour faire avancer plus vite. On peut aller à pied à Québec. Mais on peut aller en autobus, ça va beaucoup plus vite. C'est la même chose. On peut y aller tout seul, se battre pour ses droits, mais en groupe, on fait avancer les choses beaucoup plus rapidement. Hein, n'est-ce pas? Oui, OK. Alors donc, quand les femmes, d'ailleurs, se sont battues, Justine Lacoste, pour l'hôpital Sainte-Justine, on retourne au début du 20e siècle, il n'y avait toujours pas le droit de vote, et puis sa sœur se battait pour le droit de vote, puis elle s'est battue pour l'hôpital Sainte-Justine. Mais il a fallu que les administratrices de l'hôpital Sainte-Justine, il y ait une loi spéciale à Québec pour leur permettre d'administrer elles-mêmes l'hôpital, parce que sinon, c'était leur mari qui était redevable. Alors donc, pour les rendre capables d'administrer, il a fallu aller à l'Assemblée. À ce moment-là, on parlait du Parlement, aller au Parlement à Québec pour qu'elles puissent être capables d'administrer l'hôpital qu'elles fondaient, l'hôpital Sainte-Justine. Alors, ça vous donne une idée comment on a évolué, mais d'où on vient, on part de là. OK? Puis, moi, je dis, on ne veut pas reculer. On veut continuer à avancer. Alors, PDF se situe justement sur cette lancée à qui on doit des féministes du 20e siècle qui se sont battues pour qu'on ait des droits. Alors, manifeste, premier coup de semonce, ça a été le 8 mars, hein, j'ai entendu des annonces pour le 8 mars. Le 8 mars 2013, on était plusieurs femmes, on a publié, plusieurs femmes et plusieurs hommes de diverses origines, on a publié un manifeste. Halte aux attaques contre les droits des femmes. Là, on commençait à dire, oh, stop, c'est assez là les reculs. Donc, on pensait toujours pas à faire PDF Québec, c'était même pas dans notre temps. Premier mouvement, c'est dire, hey, là, c'est assez les reculs. Halte. Et ce manifeste qui est allé dans le Devoir du 8 mars, je me souviens, on s'est battu pour qu'il soit là. Ils ont dit, ne craignez rien. C'est votre manifeste. On a eu 70 demandes de publier un article pour le 8 mars, mais c'est le vôtre qu'on a choisi. Bien, on était bien contente. Et là-dedans, il y a 2 parties. Hein? On conteste les reculs, un certain nombre de reculs. Puis après, on avait un certain nombre de demandes, parce qu'on veut avancer, on ne veut pas juste critiquer. OK, alors donc, ce manifeste important, on est à 8 mars 2013.
qu'est-ce qui nous a amené aussi? Eh bien, c'est toute la bataille autour de la charte, vous savez, la charte de la laïcité. Eh bien, on a continué à cheminer à la Fédération des femmes du Québec, et puis ça ne marchait plus. Et là, le 25 septembre 2013, on n'est pas encore vraiment fondé, mais on a demandé notre charte comme il faut, on est enregistré, mais on n'est pas vraiment encore fondé. Et puis, on s'en va à une conférence de presse en faveur de la loi sur la laïcité à cette époque-là, donc la charte de la laïcité. Et puis, on s'annonce, on est annoncé, on pensait qu'on passait discrètement. Et là, après, c'était tous les journaux, ils disaient, ben vous voyez, un mouvement féministe, des divergences qui couvaient. Donc, on n'est pas arrivé comme ça. Non, c'est qu'il y avait déjà dans le mouvement féministe, c'est pas juste sur la prostitution, mais un certain nombre de sujets, exemple sur le voile, et puis on va le voir après, sur d'autres thèmes. Donc, on était on trouvait que ça reculait, que les droits des femmes, ils passaient après d'autres droits. Soit des libertés, les droits des proxénètes de commercialiser le droit au corps des femmes, le droit aux libertés religieuses avant les droits des femmes, les dictats religieux avant les droits des femmes. À un moment donné, on a dit « oh, oh ». Alors, aussitôt qu'on est apparu, là, les journalistes sont un peu arrivés avec les micros. Il faut dire que les médias aiment des fois le scandale, hein? Puis aiment ça quand ça brasse. Bien là, ça a brassé le 25 septembre, je peux vous le dire. Alors ça, c'est un article qui date du 28 septembre, pleine page du Devoir. Mouvement, vous voyez, ça parle, vous voyez les mots en bleu, là, ça éclate. Pour les droits des femmes, un nouveau groupe, en porte-à-faux, donc pas du tout dans le même lignée que la Fédération des femmes du Québec, verra le jour sous peu. Mais la Charte des valeurs québécoises sur laquelle ne s'entendent pas, on ne s'entendait pas, PDF Québec et la FFQ, c'est davantage un révélateur et non pas un déclencheur. Beaucoup de gens ont dit « Ah, c'est juste là pour appuyer la Charte ». Non, c'était beaucoup de sujets qu'on voyait que les droits des femmes n'étaient pas défendus, dont celui-là en particulier, parce que c'était le sujet qui était... Et c'est revenu en 2019, le sujet, mais je pense que ça va l'être encore en 2020, la question de la laïcité, bien sûr, qui divise le mouvement des femmes. Alors, donc, notre assemblée, il y a une assemblée de fondation, on était 125 personnes, 15% de nos membres à peu près, puis ça reste constant. Dès la fondation, 14 novembre 2013, l'assemblée de fondation, il y avait déjà 15% étaient des hommes lors de la fondation. Et maintenant aussi, on est plus de 600 membres, dont encore à peu près 15% sont... Donc, on est une association qui est mixte. Alors, nous sommes quoi? Alors, pour les droits des femmes du Québec, donc on est un groupe féministe. Bon, tout de suite, on sait que ça va être la défense des femmes. Un groupe citoyen, on n'est pas un organisme gouvernemental, on n'est pas un organisme communautaire non plus, on est un ensemble de citoyens mixtes, comme je vous l'ai mentionné. On est non partisan, on va voir des libéraux, des caquistes, des péquistes, des Québec solidaire, tous les partis, on ne défend aucun parti, on est du bord des droits des femmes. Si un parti est du bord des droits des femmes, on s'en va voir qu'est-ce qu'ils font. S'il n'est pas du bord des femmes, on s'en va les voir aussi pour les convaincre et les interroger. Pourquoi ils font un projet de loi qui ne va pas dans le sens du droit des femmes. Alors donc, et un groupe non partisan est pour la laïcité. Donc, on n'est pas d'aucun parti. Okay? Si vous défendez la laïcité, ben on est avec vous autres. C'est ça qu'on dit. Correct? Alors donc, pour les droits des femmes, c'est l'égalité entre les... Qu'est-ce qu'on vise? Nos objectifs. C'est un groupe féministe, citoyen, mixte, non partisan. Comme je vous ai dit, on veut l'égalité entre les hommes et les femmes. La solidarité aussi avec toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Hein, Saint-Hyacinthe, mais aussi avec les femmes en République dominicaine. Vous avez vu le docteur Mugabe, le docteur qui refait les femmes, donc des viols collectifs, des femmes qui sont violées, assassinées, le viol comme arme de guerre, ou au Rwanda, ça a été la même chose. On est solidaire avec les femmes iraniennes qui essayent d'enlever leur voile, on est solidaire avec les femmes autochtones, etc.
OK? Et un concept qui est peu développé, c'est le concept de la dignité des femmes. Moi, j'ai bien insisté tout le temps sur la dignité des femmes. Prenez toute la question du niqab. Hein, on revient toujours, les gouvernements reviennent toujours avec la question « Ah non, le niqab, ça rend des difficultés pour communiquer. » Bien sûr, on voit à peine des yeux, des fois on les voit même pas. Mais aussi, c'est difficile aussi pour identifier c'est qui. Ça peut être un problème de sécurité aussi, d'autant plus qu'on ne sait pas c'est qui. Puis moi, je dis, hey, t'as oublié la dignité des femmes. Est-ce qu'on dirait, les gens âgés, vous allez vous masquer le visage, on ne veut pas voir votre visage sur la place publique? On trouverait ça indigne d'un handicapé, mais pourquoi une femme, tout à coup, sa dignité n'est pas atteinte? Cache-toi le visage. Donc, la dignité, pour nous, c'est essentiel. Une plus grande justice sociale également. Hein? Il y a des femmes de toutes conditions, bien, des hommes aussi de toutes conditions et des enfants qui vivent aussi dans toutes les conditions. Donc, on se bat aussi. Exemple, on s'est battu pour les garderies parce qu'on sait que c'est les femmes plus démunies qui avaient des problèmes quand ils ont baissé les conditions pour atteindre les garderies. La laïcité de l'État québécois, comme je vous l'ai mentionné. Je voulais vous présenter la présidente actuelle, Diane Guilbeault, qui ne peut pas malheureusement aujourd'hui être avec vous autres, qui aurait bien aimé. Alors, on est un conseil d'administration de 11 membres. Et puis, moi, j'ai été membre présidente les 4 premières années, donc lors de la fondation. Et puis maintenant, c'est Diane, qui est Diane Guilbeault. Diane était d'abord secrétaire, après vice-présidente, puis présidente. Et puis, elle a travaillé aussi longtemps au Conseil du statut de la femme. Elle a écrit des livres sur la démocratie et égalité des sexes. Elle a fait aussi des études pour le Conseil du statut de la femme, entre autres sur les femmes âgées, la situation des femmes âgées. Donc, ça pourrait être quelque chose à aller voir pour vous autres. Et l'organisme qui s'occupe, l'ACADA, je crois, qui s'occupe des femmes plus âgées, entre autres. Et puis, elle a fait beaucoup de travail depuis longtemps pour la question des droits des femmes. Là, aujourd'hui, c'est moi qui donne cette conférence-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? On travaille, comme vous voyez, on fait des conférences, comme aujourd'hui. On fait aussi des représentations politiques. Hein? On cogne à la porte, on va aussi faire présenter des mémoires. On a présenté juste en 2015, je pense en 3 semaines, j'en ai écrit avec d'autres. On a écrit 3 mémoires sur les garderies, sur la laïcité, sur la question de l'identité de genre. Personne n'en parlait, puis nous, on était déjà rendus avec un mémoire. On n'a pas été écoutés, mais on voit le résultat aujourd'hui. N'est-ce pas, Jean, qui m'a parlé de ça tout de suite, tout à l'heure, là? Alors, le sujet est à la mode maintenant, toute la question de la transidentité, mais il n'était pas du tout à la mode en 2015, mais nous, on avait été alertés par 2 femmes qui étaient transsexuelles, qui étaient hommes avant, qui sont devenues femmes, qui sont devenues membres de PDF Québec, puis ils nous ont dit « Hey, il y a un projet de loi là, qui peut être dangereux pour les droits des femmes. » De quoi vous parlez? J'étais comme tout le monde, moi. Mais elles sont venues nous dire, ces 2 personnes-là, que oui, il y avait un problème pour les femmes. Donc, un problème pour les femmes, écoute, on s'engouffre là-dedans, puis on commence à étudier, puis à réfléchir, OK? Alors, on fait aussi des articles, vous en avez peut-être vu, plusieurs articles, entre autres, qui ont été réunis dans le livre, dans la presse. Nadia El Mabrouk a beaucoup parlé, entre autres, de la laïcité, puis a réuni, entre autres, plusieurs textes, puis d'autres textes dans le livre. Je viens d'en parler tout à l'heure sur notre laïcité, Nadia El Mabrouk, OK, qui a fait beaucoup d'articles, puis on en a publié tout récemment dans la presse, et puis Le Devoir sur le Huffington Post également. Alors, des chapitres de livres aussi, exemple sur le cours Océane, Nadia El Mabrouk et moi, on a publié sur le cours Éthique et culture religieuse. Je vais y revenir, on a étudié tous les manuels qui étaient distribués au Québec pour les enfants, on les a tous étudiés. Fait qu'on sait exactement. Mais les parents, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Parce que les livres ne vont pas à maison. Fait qu'ils n'ont pas vu les horreurs qu'on a vues. Les horreurs dans les livres. On va à l'international. Entre autres, Diane Guilbeault est allée nous représenter en Hollande,
sur la question des mères porteuses en France. On est dans des organismes internationaux contre la traite des femmes, parce que ça, c'est sur toute la planète, malheureusement, la traite des femmes. Alors donc, on fait partie de grands groupes internationaux parce que plus la force est collective, plus on a un pouvoir. Et enfin, on soutient des actions aux actions communes. Donc, on soutient des groupes qui poursuivent des objectifs qui servent les intérêts des femmes. Alors donc, un des thèmes principaux, dossier qu'on tient, c'est la séparation de la religion. Le « et » accent aigu est de trop, là. La religion et l'État, OK? Alors, la laïcité... ben, on en veut. C'est une laïcité sans adjectif. C'est qu'est-ce que vous diriez d'une justice accommodante? Vous posiez des questions. Une justice qui fait des accommodements, je dirais, ben, c'est des accommodements raisonnables à la justice. Mais là, c'est vraiment justice. La justice, elle se présente pas. Moi, je suis ouverte. C'est une justice ouverte. Je suis une justice positive. Non. Mais la laïcité, c'est pareil. Elle n'est pas ouverte, elle n'est pas tolérante, elle n'est pas fermée, elle n'est pas constructive, elle n'est pas inclusive, c'est la laïcité. Okay? C'est-à-dire une séparation complète entre les droits de l'Église et l'État. Entre les religions puis le gouvernement, là, ça doit être séparé. Le cardinal Villeneuve, dont j'ai parlé tout à l'heure, il serait bien perdu là-dedans. Plus de pouvoir... vous ne recevez pas beaucoup de lettres à la maison de votre cardinal. C'est fini cette époque. OK. Alors, nos grandes batailles, ça a été, entre autres, le cours Éthique et culture religieuse, sur lequel on a été publié. On a participé à écrire un texte là-dedans sur les stéréotypes sexistes qu'il y a à l'intérieur des manuels. Je vous dis, c'est incroyable. Je vais revenir. Si vous voulez voir, vous allez sur le site de PDF Québec. On vous a passé un dépliant, pdfquebec.org, et vous allez voir sur ECR, Éthique et culture religieuse, et vous allez avoir accès à un webinaire. Et on est rendu à la mode. C'est pas moi qui touchais les boutons parce que je suis moins adaptée là-dedans. Alors donc, vous pouvez aller voir, et vous allez les voir les images que vous ne voyez pas, mais que vos petits-enfants ont vues, OK? Et sur lesquelles ils m'ont posé des questions. Alors, donc, on est interpellé quelquefois par nos enfants et nos petits-enfants. Alors donc, on a travaillé beaucoup sur la question de la séparation de la religion et de l'État. Et en janvier 2014, lorsqu'il y a eu la commission parlementaire sur le projet de loi sur la charte de la laïcité, on est allé présenter un mémoire. OK? Alors, j'étais la présidente à ce moment-là. Et puis, on est allé, presque tout le début, présenter nos choses. Bien, une des trois femmes, il y avait une femme d'origine haïtienne avec moi, puis il y avait une femme d'origine algérienne. Bien, aussitôt qu'elle a participé à l'audition, s'était rendue dans son village d'origine en Algérie, et il y avait tout de suite des appels de sa famille pour dire qu'est-ce que tu as fait là, tu es allé là, puis là, il y a des gens qui nous ont dit que c'était pas correct ce que tu as dit. Alors, vous voyez la connexion, la pression que certains milieux subissent. Donc, cette femme québécoise d'origine algérienne, tout de suite, elle était sur le fer de lance le lendemain qu'elle est passée à l'audition. Alors, donc, on est obligé de faire une conférence de presse pour essayer de protéger ces personnes, OK, contre toutes les pressions. Vous comprenez, quand vous avez de la peine pour voir votre famille, puis qu'ils font un téléphone spécial pour vous dire « Hey, là, il faut que tu changes ça, là. Tu peux pas nous faire honte. » Tout le monde parle de toi dans le village, là, actuellement. En Algérie, bien sûr. OK. Alors, la même chose, là, il y a un nouveau projet de loi qui est battu, qui a été, pas battu, mais qui a été adopté en 2019, le mois de juin 2019. Et puis, maintenant, il est contesté. Eh bien, PDF Québec, on a fait une demande pour être intervenant. Mais souvent, les opposants, ils s'opposent à nous. Alors, on a continuellement des bâtons dans les roues. Il faut dépenser des sous pour avoir des avocats pour juste défendre les droits des femmes avec la laïcité.
Alors, il y a le mouvement laïque, puis il y a on est 2 groupes seulement à soutenir, et puis il y a à peu près 8 à 10 groupes contre, avec des batteries d'avocats, des millions de dollars que ça va coûter. Puis nous, on ne sait pas encore comment on va financer, mais on fonce. Puis il y en a qui disent, on saute, puis on voit si le parachute, il s'ouvre. Hein? Bien, nous, on fait ça depuis 6 ans et demi. On avance, puis on voit, bien, le parachute, puis il grossit tout le temps. Puis on est de plus en plus de monde sur le parachute, bien sûr. Alors ça, c'est la demande qui a été faite de représentation politique. On a fait un communiqué de presse. Là, quand on fait un communiqué de presse, bien sûr, bien là, les journalistes nous écrivent. Puis là, tout à coup, il y a des caméras qui arrivent. Ah, on est content dans ce temps-là. Pas pour nous, mais pour la cause des femmes. On est content. OK. Alors, ça, c'est le webinaire, entre autres, qu'on a fait sur... on va à l'Université de Montréal. Vous voyez comment on travaille. On s'en va, on veut faire un webinaire. On fait avant une conférence au Festival du monde arabe. OK? Sur le cours. Le monde musulman dans les manuels ECR de l'école primaire. Alors, on avertit des journalistes, on avertit des députés, on avertit du monde au réseau, comme ici, Rosetta, Bruno et autres. Et puis, là, tout à coup, Joseph Facal, il dit « Ah, je vais assister à votre webinaire ». Il a été tellement sous le choc, Joseph Facal, que tout de suite, le lendemain, grand article dans le Journal de Montréal. Le titre, c'est SCR, éducation ou lavage de cerveau. Il avait compris qu'il y avait un véritable lavage de cerveau. C'est le titre de son article. Vous avez donc une idée comment on travaille. On fait beaucoup de recherches, puis on essaye de diffuser nos recherches. On publie aussi, donc, ce livre-là, vous le voyez. Vous avez vu le ministre qui avait dit, après 10 ans, plus de 10 ans de bataille du mouvement laïque et puis pour les droits des femmes du Québec, eh bien, le ministre a fini par comprendre qu'il fallait stopper ce cours-là à cause du volet culture religieuse qui posait vraiment problème et non pas le volet éthique. Et puis, il a rebrassé pour mettre des cours d'éducation à la sexualité et bien d'autres choses. Éducation à la citoyenneté. Donc, il faut être très, très patient quand on fait un travail de base puis qu'on va à contre-courant. Alors, un autre élément où on est à contre-courant, ben, c'est entre autres sur l'exploitation du corps de la femme. Bien, ici, le mouvement féministe s'en occupe pas, je me demande qui va s'en occuper. Donc, 2 points principaux. Vous voyez la question de la prostitution qui est à votre gauche sur l'écran. Et puis à droite, toute la question des mères porteuses. OK? Parce que ça pose des grosses questions, les mères porteuses. Donc, le corps des femmes est-il à la disposition de l'industrie du sexe ou l'industrie du ventre des femmes? Puisqu'on peut avoir une industrie du sexe, me dit, ça a bien l'air qu'il y a une industrie du ventre des femmes aussi. Alors, il n'y a pas juste donc des femmes qui s'opposent à la prostitution, bien il y a des hommes. Il y a l'organisme Zéro Macho, qui a été fondé en France par Florence Moreno et qu'on a aussi au Québec, qui avait, Jean-Paul en fait partie, il est fondateur de Zéro Macho. Alors, des hommes contre la prostitution et pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc, ça existe. On n'est pas en guerre. On est en guerre contre des stéréotypes qui infériorisent un sexe ou l'autre. OK? Alors, sur la question de la prostitution, j'en ai déjà parlé, la question. Il y a eu un article de Rose Dufour, Hélène Grisé et Nadia El Mabrouk qui est paru dans le Devoir du 28 janvier. Donc, il n'y a pas 2 semaines encore. Il y a un article qui est passé pour justement dénoncer, qui s'intitulait « Toutes ces décennies pour en arriver là ». Grossesse pour autrui, la même chose. On a fait une brochure, puis tout de suite, ça a été demandé en Europe de la traduire en anglais. Alors, on s'est cotisé, puis on a payé 1 000 $ pour la traduire en anglais, puis maintenant, elle circule aux États-Unis et dans l'Europe. Donc, vous voyez comment on travaille au niveau international, parce que ça, c'est des questions qui se discutent en Hollande, à La Haye, en fait. OK? Alors, c'est Diane Guilbeault et moi qui avons travaillé ce sujet-là, mais Diane est allée nous représenter au niveau international. Moi, je ne parle pas anglais, malheureusement, mais elle, oui, heureusement. Alors, toujours, grossesse pour autrui, la GPA. Bien, il y a une lettre qui a été écrite quand il y a eu un projet de loi de député fédéral, Housefather, qui a demandé, il a dit, bien, on pourrait payer des femmes, entre autres, il y a des femmes pauvres qui aimeraient bien ça, porter des bébés. Alors, il faut les payer. C'est comme la prostitution, c'est à mettre dans son CV, ça, peut-être.
Alors, on a écrit une lettre, Diane Guilbeault a écrit une lettre aux femmes ministres du gouvernement Trudeau. Donc, interpeller les femmes. Aimeriez-vous ça? Parce que moi, quand tu vas avoir une femme de Westmount qui va porter un bébé pour une femme de Saint-Henri ou une femme de Saint-Hyacinthe, là, je vais peut-être commencer à y réfléchir. Mais là, je vois plutôt des femmes possibles de Saint-Hyacinthe qui vont porter bébé pour les femmes riches ou les hommes riches, vous comprenez, qui n'ont pas d'utérus fonctionnel à leur disposition ou qui ne veulent pas défaire leur corps. Parce que ça arrive à bien des vedettes, entre autres. Alors, vous voyez, c'est tout un rapport. Quand on parle de justice sociale, là, ça la pose, la justice sociale. OK. Alors, une autre question. Troisième gros thème, dossier chaud, l'effacement des femmes et de leurs droits au nom de l'identité de genre. Donc, on s'est mis à mêler qu'il y a plus des gars puis des filles. Non, non, non. Il y en a, là, des multiples, là, autant que tu veux, réfléchir à tout ça, là, puis c'est le senti. Je me sens. Ben oui. Je me sens femme, je suis dans une prison pour gars. Puis là, je vais demander d'être transférée en prison pour femmes. Hey, pavillon vacances, merci. Mais pour les femmes, c'est-tu un agresseur sexuel? Ben, vous le savez qu'il y a eu 8 prisonniers comme ça qui ont transféré de prison de gars à prison de femmes parce qu'ils ont dit, moi, là, je suis une femme. Ben, il y avait des agresseurs sexuels là-dedans. Puis on les a mis dans les prisons de femmes. Puis en Angleterre, ils ont fait la même chose. Nous, on a écrit au ministre de la Justice pour lui dire, écoutez, là, la sécurité publique, c'est dangereux. En Angleterre, il y en a eu, il ne nous a pas écoutés. Bien là, on va attendre, bien les femmes, c'est pas grave. Les femmes prisonnières, après tout. Ben non, nous, on est solidaires aussi. Donc, il a commencé à avoir une confusion entre le genre construit socialement, tout un ensemble de stéréotypes, et le sexe. Donc, il y a des gens qui nous disent, il y a une multiplicité de sexes. Alors, je leur réponds, ben il n'y a pas de problème d'abord. Si c'est autodéterminé, vous pouvez décider de votre sexe. Vous n'avez pas besoin de mère porteuse. Faites-en des bébés. Vous avez juste à le décider, c'est dans votre tête. Mais ça n'a pas l'air que ça marche comme ça. Tout à coup, là, il nous faut des mères porteuses. Alors, vous voyez, une confusion, une incohérence complète. Tout ça pour mettre le grappin sur la capacité reproductrice des femmes. OK? Alors, nous, on dit non, puis on fait la promotion, parce qu'après, les femmes pauvres du tiers-monde, c'est les femmes autochtones. On m'a dit, oui, c'est déjà commencé dans les villages reculés de la basse Côte-Nord. Les femmes vulnérables et pauvres sont les premières victimes. C'est elles à qui on va dire, tiens, veux-tu faire de l'argent? T'es pauvre? Fournis-nous un beau bébé, là. Hein? Mais non, fais ça dans ta tête, là. C'est juste là. Vous voyez, ça n'a pas de sens, cette confusion. On est allé le dire au Sénat canadien. Alors, vous voyez, on est allé en mai 2017, on est allé le dire. Vous avez à votre droite les 3 femmes parmi tous les gars. Puis on est allé dire qu'il y avait des problèmes. Problèmes de sécurité pour les femmes. Dans les vestiaires. Hein? Quand un gars rentre puis qu'il se dit femme, êtes-vous rassuré si le gars vous le dit, je suis une femme? Ou bien s'il rentre dans les toilettes puis vous dit, ayez pas peur, je suis une femme. Je ne sais pas si je serais toujours rassurée. Donc, un problème de sécurité, ça pose une question. Ça ne veut pas dire que tous les trans, nous, on est pour la défense des droits des personnes qui sont peut-être en problème d'identité. Aucun problème, ils ont des droits, puis il faut les protéger. Mais pas au détriment des droits des femmes. Droit à l'équité des hommes qui s'en viennent dans des courses puis qui ravent tous les podiums pour la place des femmes, puis que les parents ont poussé leur fille, puis là, ils voient le gars qui passe en avant. Bien, c'est pas pour rien, c'est comme si on disait à la boxe, on va mélanger les poids plumes avec les poids lourds, puis allez vous battre. Bien, c'est dangereux pour les femmes, puis c'est dangereux pour les poids plumes. Alors, on ne le fait pas pour les gars, pourquoi on le fait pour les femmes? Ça, c'est nous autres, on est allé dire ça au Sénat, pas du tout écouté. Ici, c'est une conférence donnée par Diane Guilbeault. On s'en va, c'est au Centre des femmes à Sainte-Thérèse. On travaille beaucoup avec des centres de femmes en collaboration. Sur le sexe,
Le genre, donc, c'est deux choses différentes. Le sexe, c'est à naissance. Écoutez, quand on nous dit le sexe est assigné à naissance, les cheveux me dressent à la tête, j'ai toujours le goût de dire, et vous, quel sexe vous avez assigné à votre enfant à la naissance? Bien là, en général, la personne fait on constate le sexe à la naissance. On ne va pas dire assigné à la naissance. S'il était assigné, vous comprenez, il n'y a pas de problème, il n'y aurait pas d'avortement sélectif des petites filles déjà dans le sein de leur mère qu'on a détecté avec les techniques de détection du sexe avant la naissance. On les fait avorter. Si on pouvait décider puis assigner le sexe, ils viendraient tout au monde, ils diraient « Tiens, toi, t'es un garçon ». Ça ne marche pas comme ça, OK? Alors, donc, il y a deux voies dans le féminisme. Nous, on a pris une voie qui s'appelle un féminisme universaliste. On a présenté cet article-là le 4 février. Donc, il y a une semaine, on publiait ça dans Le Devoir pour, justement, montrer qu'il y a deux voies. On fait le choix, OK? Mais on ne peut pas avoir les deux. Féminisme universaliste, ou encore l'autre position, c'est un féminisme plutôt de particulariste qui s'appelle, eux autres, intersectionnalité. C'était une bonne grille d'analyse, mais elle était complètement, d'après nous, dévoyée puis transformée pour opposer des groupes de femmes, les privilégiés versus les victimes. Et puis, on doit toujours satisfaire les victimes. Puis les privilégiés, sentez-vous coupables parce que vous êtes privilégiés. Enfin, on a présenté, en fait, un livre aussi pour les droits des femmes, un essai. Et conclusion, jusqu'à quand on va endurer les brutalités, les violences? Jusqu'à quand? Quel type de féminisme est-ce qu'on va avoir? Un féminisme pour tout l'ensemble des femmes ou un féminisme pour des femmes marginales? Il faut défendre toutes les femmes, mais pas une au détriment des autres. Donc, nous, on est pour les femmes, puis à travers le monde aussi. Voilà notre mission. Merci beaucoup. Michel, moi, je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir plus de temps. Parce que c'était vraiment passionnante, intéressante, puis on l'apprend. J'ai encore appris ce matin. Puis, je te jure, tu vas revenir encore d'autres fois. Je vais vous donner quand même du temps, peut-être pas beaucoup, mais quand même peut-être quelques minutes, si vous avez des questions à poser à Michel. Là, ou des objections, vous avez le droit à votre opinion. Ou votre opinion. Oui. Mais moi, je peux dire, là, si on ne devient pas féministe aujourd'hui, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut. Hein? Alors, y a-t-il des questions? Profitez-en, là. C'est gratuit. Merci. Je voulais savoir, est-ce que vous touchez au dossier des femmes autochtones victimes de meurtres, disparitions? Oui. D'ailleurs, il y a 2 ans, le 8 mars 2018, ça a été... On a fait, justement, vous allez le trouver, toute la liste à cause du 14 décembre, c'est-à-dire le 6 décembre, les 14 femmes qui ont été tuées à Polytechnique. On a mêlé les noms des femmes disparues autochtones avec les femmes tuées à Polytechnique. Parce qu'en fin de compte, ça fait toute partie de la question des féminicides. Les femmes tuées parce qu'elles sont des femmes. Alors donc, et le prix cette année, on donne à chaque année depuis 2013, le prix PDF Québec a été donné à Michel Audette, qui est une fière représentante des femmes autochtones. Là, nous avons des dépliants PDF. Devenez membre, hommes et femmes. On a besoin d'argent. Alors, devenez membre. Puis là, vous pouvez les suivre sur l'Internet, Facebook, et aller à des réunions, des rencontres. On les reçoit. Alors, je vous encourage, si vous êtes pour la cause, pour les droits des femmes, d'aller prendre un dépliant, devenir membre. En tout cas, on s'en parle. Puis, profitez-en. Combien je t'ai payé pour faire la publicité? Moi, je viens de... rien, mais je pense que je devrais, là. C'est du cœur que je viens. Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV.